toutes et à tous. On va essayer de ne pas commencer trop en retard. Bon, c'est un plaisir de toutes et tous vous retrouver aujourd'hui. Vous venez d'un peu partout en Europe et du Canada également. Donc l'équipe bordelaise, les universitaires, mais aussi tous les personnels associés qui nous aident dans le lancement de cette recherche et dans la préparation de cette recherche depuis maintenant de longs mois. Avec Dalila, on travaille même depuis plusieurs années ensemble maintenant finalement. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, nous connaissions certains d'entre vous, puisqu'on a un petit peu tourné en Europe, mais pour certains, c'est la première fois qu'on se voit. Et voilà, c'est un très grand plaisir. Alors, je tiens à remercier l'école d'économie de Bordeaux, qui nous accueille dans ce petit amphithéâtre particulièrement agréable, me semble-t-il. Et donc je remercie bien entendu Dalila qui travaille ici en économie à l'Université de Bordeaux, qui a géré cet accueil avec les personnels de l'école. Alors ce projet européen réunit effectivement des membres qui viennent d'horizons très très divers, à la fois les chercheurs, puisque Bucarest, Cluj sont représentés, Amsterdam, également Barcelone, Lausanne, et puis bien sûr Bordeaux, la ville de Québec et l'université Laval. Et nous formons donc finalement une communauté qui commence à se souder progressivement. Nous accueillons aussi aujourd'hui une petite équipe d'enquêteurs, de futurs docteurs, qui travailleront dans le cadre du projet. On aura le temps d'expliquer tout ça tout au long de la journée. Nous rencontrons aussi les personnels de l'Université de Bordeaux, du Bureau Europe en particulier, qui nous aident, et puis les personnels qui travaillent dans le soutien au management du projet et également de la coordination scientifique. Voilà, donc tout un panel de compétences qui se rejoignent ici aujourd'hui. Alors ce projet et cette présentation d'aujourd'hui générale, matinée et après-midi, vise finalement un premier objectif, un objectif symbolique qui consiste à finalement marquer le lancement d'un projet, mais qui effectivement a débuté le 1er avril. Voilà. Et puis une dimension aussi qui va relever finalement d'essayer de vous faire partager, je dirais, tout l'empan du projet, d'aider tout le monde à le circonscrire, parce que nous sommes un certain nombre à travailler de manière extrêmement active depuis effectivement de très longs mois, mais d'autres sont un petit peu plus à distance, n'ont pas vécu l'intense activité qui nous amène aujourd'hui à ce lancement. Donc un partage, c'est un temps de partage, la journée du 15, et puis il y aura bien entendu une ouverture institutionnelle demain à la métropole de Bordeaux, le 16 juin donc, on nous accueille en matinée et on aura l'occasion, dans un autre contexte, d'évoquer aussi d'autres aspects du projet. Et puis dernier aspect important de cette journée du 15, c'est au-delà du partage, c'est effectivement d'échanger. Bien des questions restent en suspens, il y aura des présentations de chaque WP, il y aura des temps de discussion sur les contenus des différents board packages du projet Endetorrect. Voilà, et puis j'en profite aussi bien sûr à nouveau pour remercier Dalila Chenafnissé. Nous travaillons la main dans la main sur ce projet, nous pilotons à deux, et nous espérons que nous allons pouvoir le mener à bon port. J'en parlerai tout à l'heure, très rapidement. C'est un projet de 4 ans et on a une énorme contrainte temporelle, comme dans tous les projets européens, et on sait qu'on va devoir travailler de manière coordonnée. On est quand même un très très grand nombre. Voilà. Donc, je vais prendre la parole pendant une trentaine de minutes. On doit effectivement avoir un peu de retard pour essayer d'introduire finalement cette journée et puis de commencer à vous proposer, je dirais, un regard sur le projet Endetorrect. Alors, le projet Endetorrect, c'est donc un projet qui débute aujourd'hui et pour lequel, je vais vous aborder différents points. Le premier point,
ce sera d'essayer de vous faire partager finalement le fait que ce projet relève d'une vraie ambition européenne. Alors, vous me direz comme tous les projets européens, bien entendu, une ambition qui relève de la construction des sociétés inclusives. La question de l'inclusion, c'est une question courante maintenant, qui traverse des problématiques multiples, du handicap à l'immigration, et construire un espace européen, et au-delà de l'Europe, le Canada aussi, qui relève de l'inclusion de ce qu'on peut qualifier comme étant le différent, ou perçu comme le différent. C'est un enjeu majeur des sociétés dans lesquelles nous sommes. Ensuite, j'aborderai très rapidement finalement un peu la généalogie qui nous a conduit à ce projet européen. Et je dirais un mot des projets starters qui, depuis 2019, avec Dalila, nous ont amené finalement à déposer ce projet Horizon et puis finalement à être effectivement lauréat en juillet 2022. Troisième temps, j'essaierai de vous indiquer quelles sont les grandes lignes du projet pour moi, comment je vois les choses par rapport à ça, des éléments, je dirais, très factuels. Et puis également, je terminerai par les défis qui s'imposent à nous, qui sont de différentes natures et qui effectivement vont nous prendre beaucoup d'énergie collectivement. Alors, tout d'abord, un diagnostic qui me semble important, c'est que toutes les enquêtes européennes, les enquêtes de l'ECRI et bien d'autres enquêtes nationales également, mais des enquêtes locales, montrent que finalement la jeunesse en Europe, la jeunesse immigrée, nous travaillons sur la base d'une jeunesse de 18-35 ans, mais on pourrait éventuellement élargir, cette jeunesse vit globalement des situations de vulnérabilité, des situations d'inégalité de traitement dans différents domaines de la vie sociale, et qu'il y a quand même certaines difficultés, malgré toutes les politiques engagées, pour pouvoir réduire ces inégalités, qui impactent cette population-là, à la fois dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et en l'occurrence dans le domaine de l'enseignement supérieur, ou au moins de l'enseignement postbac. Et donc, on a une forme de découplage, et j'ai utilisé ce terme, j'ai repris à Achille Mbembe, l'historien camerounais, de disjonction. C'est-à-dire que ces populations sont insérées, elles ont des relations sociales dans l'espace européen, là où elles vivent, mais elles vivent une forme effectivement de coupure avec une partie de la société d'accueil, et cette coupure, elle est liée en partie à la question des discriminations. Donc une disjonction, une population effectivement vulnérabilisée, et donc vulnérable, une population qui est entendue ici en termes d'immigration, pas simplement comme une population qui migre, mais aussi comme les descendants des immigrations précédentes, donc les personnes qui relèvent des deuxième, des troisième générations, qui sont, comme Pascal l'a clairement dit, Nicolas Dorcel aussi, qui nous rejoindra tout à l'heure, qui vivent des frontières intérieures, même quand elles sont nationales, en fait, en quelque sorte. Donc, une population immigrée au sens élargi, et sans oublier, bien sûr, les populations qui relèvent des minorités nationales en Europe, et en particulier qui posent la question rome, par exemple. Donc, cette population-là, c'est vraiment notre population cible. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les politiques conduites depuis des années, voire des décennies en Europe, effectivement, sont dans un relatif échec. Et Undertered, eh bien, veut contribuer à essayer de transformer à son échelle cette situation. Et c'est pour la raison pour laquelle nous sommes tous là. Alors, il me semble qu'il y a deux points aveugles qui sont très importants et qui vont, je dirais, concentrer toute notre attention. Le premier point, c'est qu'effectivement, il y a une connaissance très très limitée des processus non intentionnels de discrimination ou de traitement inégalitaire. On connaît assez bien tout ce qui relève de l'intentionnel, ce qui relève des préjugés. D'ailleurs, les politiques sont largement conduites là-dessus, menées sur cette cible-là. Mais tout ce qui relève du non-perçu, du non-su des institutions, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas réellement les effets de leur politique ou de leur pratique, des normes, des règles, des procédures qu'elles mettent en œuvre, mène à cette situation de permanence des discriminations. C'est pas le seul élément à prendre en compte, mais c'est un élément essentiel.
Et puis, deuxième aspect, deuxième point aveugle, effectivement, eh bien, c'est que tout ceci semble être systémique, hein, donc être partout, et se reproduire, puisqu'on voit bien la permanence d'une situation faite à un type de population, et du coup, on doit s'attaquer aussi au systémique. Alors le systémique, c'est un peu compliqué, on va en parler pendant toute cette journée. Le systémique est défini de manière multiple, hein, par la recherche, par les institutions, par le droit. Et du coup, notre idée, c'est d'essayer de proposer une vision particulière du systémique. J'ai noté circularité. C'est cette idée que peut-être que le systémique renvoie à cette idée que les discriminations vécues conduisent à la reconduction des discriminations. C'est-à-dire qu'on se trouverait dans une sorte de boucle de laquelle on aurait du mal à sortir. Et nous, notre idée, c'est d'essayer de contribuer à, bien sûr, rompre cette boucle. Et puis, troisième élément qui est important, c'est la question de la polarisation. Nous savons que les sociétés européennes sont polarisées. L'immigration est un des enjeux tout à fait, je dirais, objectifs, mais aussi un enjeu qui relève finalement d'une tension entre des groupes, quels qu'ils soient, et qui conduisent aussi, une tension qui conduit quelque part aussi à la montée du populisme dans l'espace européen. Donc, on voit bien qu'il y a derrière cette question de l'immigration, cette question de l'égalité, des enjeux qui relèvent du politique au sens fort du terme. Alors, notre ambition, quelle est-elle? C'est donc promouvoir une société inclusive et donc promouvoir tout un ensemble d'éléments qui nous paraissent essentiels. Tout d'abord, je viens de le dire, promouvoir un système de valeurs. Un système de valeurs qui relève, je vais le dire comme ça, d'une dimension un peu cosmopolitique de ce que nous menons, de ce que nous voulons mener. Cosmopolitique au sens un peu kantien du terme, c'est-à-dire une société de droit, celle-ci existe, mais également cosmopolitique au sens un petit peu du slogan Ulrich Beck, cette idée d'étudier concrètement les relations sociales, d'étudier concrètement ce qu'il se passe et donc d'étudier concrètement les inégalités de traitement. Deuxième élément de cette ambition, c'est bien entendu de produire une typologie des processus non intentionnels de discrimination. C'est la cible première du projet MDTEREG, c'est d'essayer de bâtir finalement une typologie parfaitement illustrée par des études de cas multiples, mais qui servent de référence à l'échelon international dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, lorsqu'on aura pu publier de manière massive sur ce sujet-là. La typologie, je crois que c'est ce qui a fait que ce projet a été retenu par l'Union, parce que nous avons voulu proposer avec Dalila et toute l'équipe qui a travaillé à la formation de ce projet, essayer de contribuer autant possible à la résolution des difficultés que nous rencontrons en Europe et ailleurs. Alors il y a aussi une dimension culturelle, bien sûr, dans les perspectives qui sont les nôtres. C'est celle de transformer les normes sociales, ou les normes socioculturelles, c'est-à-dire cette altérisation de l'immigré et des minorités nationales. Nous le savons tous, les représentations déterminent les rapports à autrui, déterminent les perceptions, et cette idée de dire qui sont les populations perçues comme immigrées, réellement immigrées, qui sont les minorités, comment vivent-elles, dans quelle mesure elles contribuent également à la société européenne, eh bien c'est un enjeu majeur, et on en reparlera tout au long de la journée. Dans le projet MDTEREG, il y a effectivement tout un volet dissémination grand public, via une exposition itinérante, via des documentaires, et qui relève de cette volonté de travailler sur les normes sociales, au-delà de ce qu'on proposera aux institutions et de ce que nous ferons pour essayer, bien sûr, de proposer des solutions concrètes sur la base de cette typologie. Une dimension légale qui est aussi essentielle. Ce projet MDTEREG, c'est aussi un projet qui vise à contribuer dans le temps moyen ou long, mais contribuer à peut-être une loi qui reprendrait l'idée de discrimination systémique en Europe, ce qui n'existe pas pour aujourd'hui. Ça existe au Canada. Le Conseil de l'Europe en propose une définition également, mais dans le cadre de l'Union européenne, nous restons sur la discrimination directe et indirecte, sur un arsenal législatif qui tient à distance cette notion pour le moment.
Alors, je le dis ici parce que pour moi, c'est un point essentiel. Nous nous engageons dans ce projet avec une forme de neutralité idéologique totale, tout du moins c'est mon cas. Et si j'ai accepté quelque part de m'engager dans cette recherche, c'est bien pour éviter tous les pièges qui relèvent, je dirais, des positionnements idéologiques très très forts sur ces questions, hein, qui sont pas illégitimes en soi, mais qui ne correspondent pas à ma vision des choses. Le systémique, c'est quelque chose qui ne doit pas lui-même créer plus de polarisation encore. On doit pouvoir travailler avec beaucoup de confiance et de tranquillité sur cet objet-là. Parce que bien sûr, dans le systémique, il y a tout un ensemble de choses, hein, entre guillemets, qui sont charriées, ne fût-ce que la colonisation, la post-colonisation. Tout ceci est légitime, mais si on veut l'étudier avec sérénité, il faut aussi, initialement au moins, s'en dégager. Ça ne veut pas dire qu'on y retournera après et qu'on ne regardera pas de manière extrêmement fine quelles sont les causes, hein, de cette réalité-là. Mais il ne faut pas, je pense, je dirais, partir de là pour réfléchir. Et puis, un dernier point important, alors celui-ci il est assez éloigné de nous, mais c'est de tisser un réseau international de recherche. Ça, on y est, et on est en train de le bâtir, et on va poursuivre ce travail pendant 4 années. Mais c'est aussi de penser à des formations de l'échelon universitaire ou autres, hein, au niveau européen et au niveau international éventuellement, qui viseraient à traiter de ces questions. Nous travaillons tous à l'université, enfin une bonne partie d'entre nous, et nous travaillons souvent dans des tubes, hein, des réflexions transversales sur la société dans le domaine de l'emploi, de la santé, du logement et de l'éducation sont des questions essentielles qu'on devrait pouvoir finalement proposer à formation, quel que soit le format proposé. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important également. Je n'ai pas évoqué de manière massive ici ce matin la question de la dissémination, la question de l'exploitation, la question de la diffusion de la connaissance, tout ça, voilà, il y aura des prises de parole sur ces questions-là en matinée et dans l'après-midi. Alors, quelques mots sur le projet Starter qui nous ont conduits ici aujourd'hui. Nous avons commencé en 2019 par un petit projet qui s'appelle Prisme, avec un E. Hein. Ne demandez pas le contenu de l'acronyme, je ne m'en souviens pas. Ce projet Prisme est un projet que nous avons lancé avec Dalila et une petite équipe autour de nous, Franck, Hachem, Jean-Philippe, etc. Qui visait à essayer justement de proposer une comparaison internationale entre l'Université de Bordeaux et l'Université Laval, Québec, sur, on va dire ça comme ça, de manière très simple, sur les discriminations vécues par les étudiants en mobilité internationale. Une thèse est en cours, hein, sur ce projet Prisme. Le financement s'est interrompu en 2021, mais la thèse se terminera en 2023. Hachem Benissa, ici présent, eh bien, est le doctorant qui est engagé dans cette recherche. Et quelque part, Prisme, ça a été, je dirais, la pompe d'amorçage. Hein. Nous avons obtenu pour ce projet un financement du département de recherche ECOR de l'Université de Bordeaux, dans lequel nous travaillons les uns les autres, qui a été un financement récurrent, un financement de l'IDEX Bordeaux également, une enveloppe de 15 kg € de mémoire, et on a pu se lancer sur ce terrain-là. Il y a donc déjà quelques années, c'était juste avant le Covid, hein, donc ça paraît presque loin, très très loin, si on y réfléchit. Puis ensuite, de cette base-là, eh bien, nous avons décidé, avec Dalila, de nous lancer sur l'idée d'un projet européen. Et ce point de départ nous a conduit à demander un financement ANR pour montage de consortium et montage de projet, que nous avons obtenu en 2021. Et de là, hein, nous avons obtenu 30 kg €, et de là, nous avons lancé l'initiative de constituer ce consortium, qui nous a amené, après un certain nombre de péripéties, mais à constituer un consortium avec les équipes que j'ai évoquées tout à l'heure, et qui nous permet aujourd'hui donc d'avoir été lauréat en juillet 22 du projet de l'appel à projet européen relevant des sociétés inclusives, pour le dire très vite, destination 3, cluster 2, hein, de l'appel à projet portant sur ces questions. Je le dis, je le redis, parce que je pense qu'il faut aussi en avoir une petite fierté. Ce projet a obtenu la note maximale, hein, de l'évaluation européenne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et il faut remercier effectivement
ces différents projets starter pour ça. Alors, le projet dans ses grandes lignes, de manière très rapide. Premièrement, donc c'est un projet de 48 mois, donc il va courir du 1er avril 23, c'était il y a quelques semaines, jusqu'en mars 2027. Voilà. Sa dimension scientifique avérée, les grandes lignes scientifiques du projet, c'est cette typologie, je ne vais pas en parler maintenant. Voilà, mais ça c'est le cœur de cible, on pourrait y associer le modèle holistique que cette typologie va venir nourrir. Il y a un modèle que nous allons défendre, qui sera bien sûr évolutif par rapport à ce que nous avons déposé dans l'appel. Il va être travaillé au fur et à mesure par la remontée des données. Mais ça, c'est le centre de la recherche qui irradie en quelque sorte toute notre activité. Ensuite, rappelez que ce projet, donc, c'est un projet académique avec 7 universités impliquées, importantes, dont 2 nous serviront de benchmark, Amsterdam, et puis Québec, la ville de Québec, également les universités d'Amsterdam et l'université Laval. Benchmark parce que au Canada et à Québec en particulier, la question du systémique est déjà reconnue sur le plan légal, et donc on a toute une expérience à acquérir de ce qui se fait là-bas en termes de résultats, en termes de dispositifs. Voilà, donc quelque part, Québec, c'est un petit peu peut-être l'horizon, le futur de l'Europe. Et puis Amsterdam, qui mène des politiques extrêmement actives dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui nous servira d'une certaine manière également à voir finalement et à apprendre de l'expérience néerlandaise. Alors, le projet, c'est aussi une logistique. Une ambition de ce type-là ne peut pas se faire sans une logistique extrêmement soutenue. Donc tout d'abord, la logistique, c'est le bureau Europe de l'Université de Bordeaux. Floriane Vorm est ici présente. On travaille de manière très serrée avec elle, avec également certaines de ses collègues. Sans le bureau Europe, on ne pourrait absolument rien faire. C'est une évidence. J'ose pas imaginer comment font les porteurs de projets européens sans ce type de bureau. Bon, j'imagine que ça existe sûrement de manière peut-être moins puissante, mais également dans les d'autres universités françaises. Et le bureau Europe, c'est la clé. Ensuite, nous allons recruter encore des ingénieurs d'études, des ingénieurs de recherche, qui vont venir accompagner le management de projet et la coordination scientifique. Et nous avons besoin donc d'une équipe étoffée, effectivement, pour porter ce projet. Cette équipe est en cours de constitution, et c'est une équipe entre guillemets bordelaise, mais au service du projet global. Et puis, souligner aussi, je ne vais pas noter ici, mais qu'il y a tout un ensemble de personnels de l'université qui sont associés, et les personnels, bien sûr, des universités partenaires. Dernier point sur le financement. Le financement, c'est un financement, alors ça dépend si on prend en compte ou pas, je dirais, ce que prélèvent les universités sur le budget qui nous sont alloués, mais en gros de 4,4 millions d'euros. Si on retire ce qui est prélevé, c'est un peu plus. Donc c'est un projet important, avec sur le plan financier, avec un fonds Union européenne d'abord d'environ 3 millions d'euros, un fonds suisse d'un peu plus de 900 000 euros et un fonds canadien de près de 500 000 euros. Donc finalement, nous sommes parvenus collectivement à agréger une enveloppe financière qui devrait nous permettre effectivement de réaliser ce projet dans de bonnes conditions. Alors, j'ai oublié de parler sur le volet académique, bien sûr, des chercheurs, mais aussi des doctorants et des post-doctorants. Donc, pour le moment, sont programmés 8 doctorats. Peut-être y en aura-t-il plus. On peut aussi trouver des financements externes qui vont venir soutenir toute l'activité de recherche, qui vont être d'ailleurs, j'ai envie de dire, les chercheurs les plus impliqués dans l'activité qui va être la nôtre, et en particulier, vous verrez tout à l'heure, ce sera clarifié, dans le cadre de l'activité du groupe Package numéro 2. Et puis des post-doctorants qui, pour l'essentiel, pas exclusivement, viennent, je dirais, alimenter l'équipe juridique du projet qui travaille dans le cadre du WP1, puisque le WP1 a commencé à travailler, en particulier son équipe juridique. Alors les défis, j'en terminerai par là.
Et le premier défi pour moi, c'est un défi académique. Alors, nous venons d'horizons scientifiques extrêmement divers et au-delà même de l'académique, d'horizons très divers sur le plan professionnel. Si on en reste à la recherche, il y a ici des spécialistes de littérature comparée, maghrébine, si ma mémoire est bonne. Il y a des juristes, il y a des sociologues, des historiens, des économistes, je vais en oublier, c'est certain, des spécialistes de sciences politiques. Donc nous arrivons avec notre bagage intellectuel, nos centres d'intérêt, je dirais la maîtrise de concepts, de certains concepts, tout un background effectivement scientifique, à la fois, je dirais, qui peuvent se croiser, mais surtout qui nous différencient. Nous sommes aussi des spécialistes de thématiques particulières, certes qui croient à la question de l'immigration, mais pas exclusivement. Certains sont spécialistes du genre, par exemple. Donc, l'enjeu là, c'est de pouvoir effectivement partager un modèle commun, un protocole de recherche commun, et de finalement produire non pas une activité pluridisciplinaire, même si nos spécificités sont nécessaires, mais un travail interdisciplinaire. Et ça, c'est l'enjeu majeur. On a commencé à le faire depuis de très longs mois. Ce n'est que mon point de vue, j'ai le sentiment qu'on avance plutôt bien sur ce sujet. Mais on va devoir, en particulier pour l'activité du WP2, travailler pendant de longs mois encore pour pouvoir avoir une base de pensée, de réflexion commune, de manière à engager, bien entendu, les mêmes recherches sur tous les terrains, puisque bien sûr, un des terrains relève d'un projet comparé entre les terrains qui sont les nôtres. Deuxième bien sûr, question essentielle, j'ai déjà dit 2 fois, donc je ne vais pas en reparler, cette fameuse typologie. J'en parlerai un petit peu, c'est un manière détaillé pour que tout le monde perçoive en quoi cette question relève réellement d'un défi qu'on doit pouvoir atteindre. Une question temporelle. Effectivement, les WP, il y en a 6 dans le projet. Le premier, c'est un WP qui court sur la première année, du 1er au 12e mois, donc on est dedans, qui vise en quelque sorte à mieux connaître les écosystèmes dans lesquels nous allons travailler, les universités et les villes, pour le dire simplement, et voir en particulier, je dirais, la dimension ségrégative de ces écosystèmes. Et bien sûr, ce travail va servir de levier, les résultats de ce travail au WP2, qui lui court pendant 2 années, donc de M13 à M36, dans lequel là, on va devoir travailler avec les institutions qui nous accueillent, par exemple la métropole de Bordeaux, où nous serons demain, pour essayer de co-construire, de comprendre ce qui se passe en termes de discrimination et de voir dans quelle mesure on peut redesigner, lutter contre ce qui conduit aux discriminations. Temporel, parce que finalement, une fois ce travail de terminé, il nous faudra à tout prix pouvoir expérimenter cette typologie, voir dans quelle mesure, en la prenant en compte, nous serons en mesure de redesigner. Et nous n'aurons que quelques mois pour expérimenter effectivement de nouveaux designs, de nouvelles politiques, de nouveaux dispositifs. Et donc, on ne peut pas se permettre, bien entendu, d'avoir du retard. Nous avons déjà sur ce dernier Work Package numéro 3, qui est porté par l'Université autonome de Barcelone, je dirais une exigence de réussite, donc de respect du calendrier. Alors, il y a également un WP4, qui est le WP de la dissémination scientifique et grand public, qui est porté par Bucarest. Dans ce WP, on va retrouver bien sûr toute la production scientifique que nous allons essayer de publier réellement. C'est toujours un enjeu majeur, une difficulté, nous connaissons ça au quotidien. Et puis, effectivement, d'atteindre le grand public par une exposition itinérante, alors qui sera conçue par le Musée national de l'histoire des migrations à Paris, Porte Dorée, pour ceux qui connaissent, qui devrait être exposée dans le courant de l'année 2026, il nous faut des résultats comme ça, et qui ensuite circulera dans l'espace européen, probablement avec le soutien de CapScience, que certains connaissent peut-être ici, donc une structure bordelaise, pas encore totalement fait,
et une exposition donc, qui doit aller en Roumanie, en Espagne et ailleurs. Nous espérons que nous aurons, je dirais, voilà, un grand volume de personnes qui viendront voir cette exposition. Puis 2 documentaires pour la dissémination. Laura Tolman n'est pas parmi nous aujourd'hui, je crois, elle est très occupée, elle était en Tunisie très récemment, mais qui est une cinéaste, chercheuse, anthropologue, qui nous aide aussi, et qui va probablement prendre en main la réalisation de ces documentaires. J'en dis pas plus aujourd'hui, Nicolas Bancel va en parler tout à l'heure. Voilà, et puis j'ai anticipé la diffusion, donc la dissémination. C'est finalement le 4e défi. Ce projet doit servir. Alors, les projets européens servent toujours, mais on doit faire tout ce qu'il est possible pour qu'ils servent. Son objectif, c'est la société. C'est pas simplement, je dirais, produire de la connaissance et en rester là. On a besoin que ce projet serve. Voilà. Donc j'en ai terminé. Là, vous avez le modèle logistique, mais je ne vais pas vous le commenter, ce serait beaucoup trop long. Vous le voyez sûrement très très mal. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je nous souhaite une très belle journée aujourd'hui.